comprendre cette situation, il faut déjà analyser c'est quoi les casques bleus, pourquoi les casques de maintien de la paix, pourquoi l'Afrique et quel est l'objectif et l'enjeu qu'il y a derrière un pareil déploiement. Rappelons que l'Afrique est le continent qui compte le plus de missions de la paix à l'échelle internationale et pourtant nous ne sommes pas le pays où on retrouve le plus de conflits à l'échelle internationale. Je crois que si vous prenez le côté du Moyen-Orient entre le conflit qui oppose Israël avec la Palestine, si vous prenez vieux comme le monde, si vous prenez le cas de l'Arabie Saoudite avec le Yémen, si vous prenez même les quelques poches de résistance que nous observons par exemple dans le Caucase du Nord, si vous prenez même au niveau de l'Europe, même si on ne parle pas beaucoup, il y a des frictions qui sont parfois existant entre l'Angleterre et un ensemble de ces pays tels que l'Irlande du Nord, mais on ne médiatise pas assez. Même du côté d'Amérique du Sud, il y a tellement de conflits, mais malheureusement, ce n'est qu'en Afrique qu'on retrouve beaucoup plus ces casques bleus. Alors pourquoi? Simplement parce que au début des années 2000, lorsque la Banque mondiale initie ce projet de la carte à 1 milliard qui avait été financé à hauteur de 2,5 milliards de dollars, qui devait être étalé sur 3 ans, où il fallait redéfinir la cartographie de l'Afrique, la cartographie minière, eh bien, on s'est rendu compte que l'Afrique détenait d'immenses réserves de minerais et de matières rares ou alors de terres rares, les plus nombreuses jamais comptabilisées à l'échelle internationale étaient sur le continent africain et principalement dans un certain nombre de pôles. Le premier pôle, c'était dans la bande sahélo-sahélienne. Je vais revenir, vous allez comprendre le rôle, le lien avec les missions de maintien de la paix. Le premier pôle, c'était dans la bande sahélo-sahélienne. Le deuxième pôle, c'était dans la région du Golfe de Guinée. Et le troisième pôle, c'était dans la région des grands bassins du Congo. Si vous prenez dans la bande sahélo-sahélienne, vous comprenez justement pourquoi la présence de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. Ils sont au Mali, on sait véritablement pas ce que ces gens sont en train de foutre. Et pourtant, vous avez un conflit qui perdure depuis pratiquement, on le cesse de le dire, depuis un peu plus de 20 ans, voire même 30 ans. Et véritablement, on ne voit pas trop le rôle qu'a joué la MINUSMA pour véritablement ramener la paix et la sécurité de ce côté-là. Surtout que même dans le cadre même des accords qui ont eu à être tissés dans ces pays-là. Je prends par exemple le cas des accords d'Alger. Rappelons que les accords d'Alger qui ont été signés en mai 2015 entre le gouvernement de Bamako et les rebelles, la coordination des mouvements de l'Azawad, les accords d'Alger même, les textes qui régissaient ces accords d'Alger, dont la MINUSMA était censée justement en tenir rigueur dans le cadre de son déploiement, n'a jamais été respecté. Et donc, quand vous quittez cette région, à savoir la bande sahélo-sahélienne, vous prenez la région du Golfe de Guinée. Au niveau de la région du Golfe de Guinée, vous allez vous rendre compte que vous avez des États, par exemple, comme la République Centrafrique, la République du Centrafrique, avec justement la MINUSCA de ce côté-là, la mission des Nations Unies pour la Centrafrique. Si vous prenez la région du Grand Bassin du Congo, vous avez la MINUSCO, la mission des Nations Unies pour le Congo. Mais également, il y a une autre mission qu'on ne parle pas beaucoup qui s'appelle AMISOM, la mission des Nations Unies pour la Somalie. Et bien, à la différence des 3 autres missions de maintien de la paix, la MISOM est simplement là. Pourquoi? Simplement parce que ça permet à cette force onusienne de contrôler le détroit de Bab el-Mandeb au niveau de la Corne de l'Afrique. Il faut rappeler que par cette partie du continent transite 45% du pétrole consommé sur le marché mondial et 55% des marchandises consommées sur le marché mondial. En termes de chiffres, c'est l'équivalent de quelques milliers de milliards de dollars. Et donc, c'est une région hautement stratégique pour les États-Unis. Donc, l'obligation justement de foutre le trouble avec ce que vous voyez. C'est pourquoi il ne faut pas détacher cette actualité également de la crise que nous vivons au Soudan. Quand on a fini de planter le décor, on comprend très bien que la présence des casques bleus en Afrique n'obéit pas à la réalité sécuritaire ou à la réalité sécuritaire que traversent nos pays. Mais la présence des casques bleus en Afrique obéit simplement à une volonté hégémonique, à une volonté d'un groupe de personnes de faire de l'Afrique des no man's land, c'est-à-dire des zones de non-droit, où la présence de leurs hommes à eux, c'est-à-dire que de leurs soldats, de leurs forces, vont être justifiées justement par cette zone d'insécurité, par cette zone de no man's land. Voilà comment les Nations Unies doivent arriver. Prenez le cas, par exemple, de la MONUSCO, avant qu'on arrive au Mali, au Congo. Est-ce que vous savez que le Congo est ce rare pays où vous avez toute une division d'armée? Parce que la MONUSCO au Congo était pratiquement 22 000 hommes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a réduit à pratiquement, je crois, 17 000 hommes. Mais au départ, ils étaient 22 000 hommes, en près de 20 ans de présence. Même pas un territoire qui a été pacifié du côté du Congo.
Pire encore, les populations de la ville de Béni, récemment, lorsqu'ils manifestaient dans la route, en route, faisaient savoir qu'ils ne comprennent pas les casques bleus qui sont chez eux. En journée, ils sont des casques bleus, en soirée, ils sont des ingénieurs topographes, des ingénieurs miniers. Les gars font venir des excavateurs, des camions belges, mais les populations se posent la question, est-ce que c'est tout pour combattre les terroristes ou alors c'est pour creuser le sol? Vous comprenez très bien que nous sommes dans des schémas où les Nations Unies, comme les forces de maintien de la paix des Nations Unies, ne sont pas là pour résoudre les problèmes des Africains. Ils ne sont même pas là pour venir résoudre les problèmes sécuritaires. Le cas du Mali, c'est que quoi? Le rôle de la MINUSMA était de quoi? Était de jouer le rôle de force tampon pour empêcher les soldats gouvernementaux de pouvoir attaquer les rebelles dans le nord. Or, dans le nord, les rebelles faisaient des patrouilles mixtes avec la force française, sans que cela n'inquiète la MINUSMA. La MINUSMA même encore allé plus loin. Rappelons qu'il y a eu une tentative de coup d'État du côté du Mali avec l'affaire des 30 mercenaires. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que ceux justement qui étaient responsables de ce coup d'État ont fait savoir que les mercenaires qui étaient arrivés au Mali sont arrivés dans le cadre d'un cycle rotatif des soldats de la MINUSMA. Or, la MINUSMA a pondu un communiqué disant qu'elle ne se reconnaissait pas et qu'elle ne reconnaissait pas ces soldats-là. Ça veut dire clairement que la MINUSMA joue un rôle, un jeu, ma foi, qui n'est pas très clair du côté du Mali. Parce que quelques mois plus tard, devant la tribune des Nations Unies, la MINUSMA disait que c'était des soldats du corps. Or, quand les autorités maliennes ont fait une lettre aux autorités de la MINUSMA sur le sol malien, ils ont dit clairement qu'ils ne reconnaissaient pas ces soldats-là. Mais par la suite, ils partent dire au niveau de la tribune, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, que véritablement, c'était des soldats du contingent de la MINUSMA. Donc, ça démontre, ça suffit que c'est une mission. Ces missions de maintien de la paix ne servent pas les intérêts des peuples africains, surtout que les problèmes pour lesquels on leur a fait venir sur le sol, vous ne pouvez pas faire venir une force d'interposition dans un État qui est menacé par le terrorisme et dire aux soldats de cet État-là d'être observateurs. Parce que voilà un peu le problème. À chaque fois que les soldats veulent mener les opérations contre les rebelles, contre les terroristes sur leur sol, la MINUSMA vient jouer le rôle de force d'interposition. C'est visible au Congo, c'est visible également au Mali. Alors, est-ce que c'est donc ça le mandat de la MINUSMA ou que non? Et également, il faut savoir que derrière justement ces missions de paix, il y a également une réalité dont on ne parle pas beaucoup, la question du blanchiment d'argent et de la corruption. Allez voir les registres de soldes des soldats qui appartiennent à ces forces de maintien de la paix et allez interroger, faites une enquête dessus, vous allez entendre des choses. Allez interroger ces soldats et demandez-les combien ils perçoivent à la fin du mois et allez voir ce qui est mentionné sur la fiche de solde. Vous comprenez qu'il y a une véritable mafia également derrière le déploiement des casques bleus qui est parrainé depuis même la Maison des Nations Unies, à savoir le sous-secrétariat à la direction de maintien de la paix qui est comme, je crois, en sa tête, c'est un Français, il s'appelle un certain Lacroix, qui depuis cette maison-là jusqu'à tous ces démembrements-là, il y a tout un marché, il y a toute une corruption, tout un blanchiment d'argent qui se déroule à l'intérieur de cette institution. Et ça démontre, ça suffit que nous sommes là en face des gens qui nous prennent pour des idiots et qui se servent de nos malheurs pour se faire de l'argent, mais pire encore, qui se servent de nos malheurs pour justifier leur malheur chez nous. Et à travers justement ça, les peuples maliens ayant compris cette réalité-là ont jugé utile de demander à la MINUSMA de partir parce que un pays ne peut pas avoir deux armées. Rappelons qu'à chaque fois que la mission de paix des Nations Unies s'installe dans un pays, jamais ce pays ne trouve la paix. Or, aujourd'hui, je crois que le Mali est en train d'évoluer vers une certaine restauration de l'intégrité de son territoire, vers une certaine pacification de son pays. Et le Mali, justement, en tant qu'entité souveraine, ne saura avoir deux armées sur son territoire. Surtout que l'armée malienne aujourd'hui réalise à merveille les missions qui sont les siennes. Alors pourquoi est-ce que la MINUSMA devait continuer à exister? La MINUSMA n'a pas raison d'être, mais au contraire, la MINUSMA force à exister parce que justement, derrière, il y a cette volonté de continuer à blanchir de l'argent, à se faire de beaucoup d'argent, ce système de corruption, mais également il y a une volonté à maintenir un regard sur le Mali parce que rappelons que la plupart des officiels qui siègent aujourd'hui du côté de la MINUSMA sont des étrangers, principalement des Français, et ce sont les seuls yeux que la France a dans ce pays-là. La France, le Mali ayant chassé l'ambassadeur de France, ayant chassé la plupart des correspondants français, des ONG français, la France, pour continuer justement à mener un ensemble d'opérations clandestines dans ce pays-là, non pour seul yeux que la MINUSMA, et donc elle manœuvre en douce pour permettre à ce qu'à chaque fois son mandat puisse être renouvelé, pour essayer d'exister encore.